Monsieur, bonjour et bienvenue. Je me présente Michel Tisdel, je suis conseiller en gestion des relations médias à la Ville de Lévis. J'animerai aujourd'hui cette conférence de presse au cours de laquelle le maire de Lévis, M. Gilles Laulier, présentera les modifications au règlement à caractère provisoire sur les projets de construction. Pour l'occasion, il sera accompagné de Mme Isabelle Demers et M. Guy Dumoulin, tous deux conseillers municipaux et membres du groupe de travail sur la mise à niveau des stations de traitement des eaux usées. À la fin de l'allocution, nous enchaînerons avec les questions portant sur le sujet du jour. Le maire se rendra disponible pour des entrevues individuelles immédiatement après la conférence. Alors, sans plus tarder, je cède la parole au maire de Lévis, M. Gilles Laulier. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue donc à ce petit point de presse où nous voulions présenter un peu les suites donc des consultations publiques qu'on a organisées visant nos règlements à caractère provisoire. Donc, on a adopté, comme vous le savez, les projets le 29 novembre dernier. Mais lorsqu'on adopte, évidemment, des règlements à caractère provisoire, sont mur à mur, dans le sens que c'est la même chose pour tout le monde. Mais il y a des consultations que le législateur a prévues dans ses amendements, parce que c'est nouveau, ces pouvoirs-là, on le dit, c'est depuis juin 2023. Alors, ces nouveaux pouvoirs-là font en sorte qu'il y a une consultation publique qui est prévue. Nous avons tenu ces deux séances de consultation publique les 19 et 20 février dernier, avec M. Dumoulin, qui en assurait la présidence, parce que M. Dumoulin est également président de la Commission en aménagement et développement. Et il y avait aussi Mme Demers qui m'accompagne pour, bien sûr, la décision qu'on a prise d'investir dans la mise à niveau de nos infrastructures. Alors donc, on adopte deux règlements. Comme je vous disais ce soir, on les adopte parce que là, c'était des avis de motion qu'on a déposés de règlement. Et évidemment, la procédure légale prévoit qu'après, on adopte les règlements. Donc, ils seront proposés ce soir aux membres du conseil municipal. Alors, l'adoption, bien sûr, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est conditionnel à ce que ça soit accepté ce soir par le conseil municipal. C'est toujours en préalable, bien sûr. Donc, notre objectif, c'est qu'en limitant temporairement le développement immobilier dans certains secteurs de la ville, nous agissons de façon proactive par une gestion responsable de notre croissance, tout en respectant la capacité de nos infrastructures en traitement d'eau usée. Il y a actuellement pas loin d'une dizaine de villes qui ont adopté des moratoires. Donc, vous allez voir, ça va augmenter considérablement au cours des prochaines années. Pourquoi? Parce qu'il y a deux types de développement qui se fait dans les villes. Le développement traditionnel où on ouvre des rues, c'est ce qu'on faisait à Lévis jusqu'à tout récemment, et ce qu'on appelle également le redéveloppement, qui est le nouvel élément qui s'ajoute de plus en plus dans les grandes villes, c'est-à-dire qu'à partir de ce qui existe déjà, on fait du redéveloppement. Ce qui fait que dans le redéveloppement, c'est plus difficile si on voit que la cadence du développement augmente énormément. C'est toujours plus difficile de stopper cette cadence-là. Mais depuis juin 2023, nous avons ce pouvoir d'intervention qu'on n'avait pas avant. Alors, ce qui nous aide énormément. Donc, au fond, lors des consultations, j'ai eu l'occasion de faire la présentation d'introduction aux consultations et M. Dumoulin nous confirme que nous avons entendu les citoyens puisque nos modifications suggérées, ça témoigne de notre volonté d'agir avec écoute, rigueur et responsabilité. Il faut savoir qu'un règlement à caractère provisoire, est un règlement évolutif. Il se pourrait que, par exemple, un nouveau conseil municipal qui arriverait l'an prochain puisse, par exemple, décider de faire évoluer aussi ce règlement à caractère provisoire selon l'évolution de la situation à la ville. Nous, ce soir, on annonce une première série, à cet égard-là, nous sommes très, très fiers de le faire. Alors donc, on apporte, comme je disais, un certain nombre de modifications. Lévis, vous le savez, continue à se développer, mais ce développement doit pouvoir se faire dans le respect des capacités actuelles de nos infrastructures en matière de traitement usé, mais aussi en harmonie avec les situations particulières des citoyens. Dans le fond, c'est les deux éléments qu'on a mis en parallèle, nos capacités actuelles de nos infrastructures et l'harmonie avec les situations particulières des citoyens. Alors donc, voilà, et notre objectif, on le dit, c'est que nous, on prépare un plan, pas pour le court terme, mais on prépare un plan pour les 25 prochaines années. Pourquoi?
Nous sommes une ville très attractive. On parle de 6 500 nouveaux citoyens dans les 2 dernières années et la cadence va se poursuivre. Vous avez vu récemment l'annonce du nouveau brise-glace pour la construction navale. Lévis va devancer de 2 ans la construction du brise-glace, d'un premier brise-glace, le Polar. Donc, c'est quand même une construction qui va amener beaucoup de monde à Lévis. C'est la raison pour laquelle nous tenons à le souligner. Nous ne stoppons pas le développement à Lévis. Je tiens à le réitérer, là. L'an prochain, même avec les 2 règlements provisoires, il va sortir de terre. À Lévis, 2000 nouvelles unités. Il va sortir de terre en 2026, 2000 nouvelles unités. Il va sortir de terre en 2027, 2000 nouvelles unités. Ce qui, pour nous, est amplement suffisant. Je veux dire, à un moment donné, là, des années comme 3500, on aime un peu moins ça. Vous l'avez vu, hein? C'est la cadence des 2 dernières années qui a brisé un peu notre rythme. Quand on roule à 1500, 2000, comme on était dans les 10 dernières années par année, ça nous va. Alors, de ce côté-là, il n'y a pas péril dans la demeure, puisque si vous vous promenez, par exemple, actuellement à Lévis, allez dans l'ouest de la ville, et j'ai vu minimalement 2 grues à l'ouvrage. Il y en a une à l'ouvrage ici, à tout le moins, sur Guillaume-Couture, vous irez voir l'ancien Rinfret Auto. Les travaux se poursuivent. Donc, nous allons sortir de terre 2000 nouvelles unités, ce qui correspond et va bien au-delà de ce qu'on avait anticipé. Alors ça, c'est important de bien avoir en perspective ces éléments-là quand on amène des modifications. Maintenant, pour revenir à nos modifications qui font écho aux préoccupations citoyennes, alors, il y a 150 personnes qui se sont présentées à l'une ou l'autre des assemblées publiques. Les commentaires formulés ont été analysés et l'idée, c'était de voir si des modifications pouvaient être ajoutées aux 2 projets de règlement. Donc, les modifications proposées nous permettent donc, à certaines conditions, bien sûr, les conditions, c'est des conditions assez minimales, mais ça, vous les avez décrits plus en détail dans le formulaire de prise de décision, mais ça n'a pas d'impact majeur, c'est des conditions qui sont normales. Alors donc, construction d'habitations unifamiliales isolées sur un terrain vacant pourra désormais être autorisée. Par exemple, je donne des exemples parce que ça va être plus facile. Vous avez un jeune couple qui avait acheté un terrain, leur rêve, c'est de se construire une maison, ils vont pouvoir le faire. OK? Peu importe où on est sur le territoire. Alors, territoire de moratoire ou pas, de toute façon, dans les autres zones, c'est déjà permis. Il sera possible de reconstruire un bâtiment principal démoli. Exemple, vous demandez la démolition d'un bâtiment, vous voulez le remplacer par un autre, c'est possible de le faire, mais là, ici, la quantité des débits devra rester la même. Par exemple, si vous demandez une démolition pour un bâtiment unifamilial, mais vous voulez construire un 6 logements, c'est là que ça ne fonctionne pas. On s'entend là-dessus. Alors, donc, là, il faut vraiment rester dans le même pattern. Il sera permis d'exercer tous les usages complémentaires à un usage faisant partie de la famille habitation. Il y a beaucoup de questions qui nous étaient posées. Les gens appelaient à la ville. Écoutez, moi, je veux ouvrir un salon de coiffure, bon, etc. Je veux ouvrir un petit commerce dans mon sous-sol, etc. C'est permis. Le règlement le permet. Alors, nous, pas de problème. Alors, garderie en milieu familial, salon de coiffure, etc., on poursuit comme par le passé. Les locaux commerciaux et industriels vacants. Vous avez un local commercial et industriel vacant, vous voulez le louer. Alors donc, si l'usage est prévu à la réglementation, aucun problème. Vous allez pouvoir le louer. La Ville ne tiendra pas compte. La Ville ne commencera pas à aller faire des tests pour savoir, bien là, vous avez ajouté une toilette ou 2 toilettes, exemple. Alors, il n'y aura pas de liens qui vont être faits. Donc, puisque c'est permis, que vos locaux sont vacants et qu'ils étaient déjà en action, nous autres, on les maintient. Alors, c'est toutes des... Ça, encore une fois, c'est conforme à ce qui nous a été demandé. Il sera autorisé aussi d'effectuer un ajout ou un changement d'usage dans un bâtiment principal. Alors, exemple, vous avez dans votre bâtiment principal une quincaillerie et vous voulez faire un autre usage. Alors, il sera possible de demander un changement d'usage à la Ville pour utiliser votre bâtiment différemment. Alors, donc, ça, on n'a pas d'enjeu. Ça continue. Vous déposez votre demande d'amendement à la réglementation. Ça passe aux commissions d'urbanisme donc, ça continue comme avant. Évidemment, tous les usages complémentaires, bien sûr, vont être autorisés. Ça, pour nous, c'est un enjeu majeur parce qu'on a toujours tenu
à avoir ce genre d'éléments pour nous. C'est important parce qu'on a un milieu communautaire qui est très actif à Lévis. Je vous le dis, là, on a à peu près tout près de 250 organismes reconnus à la ville. Alors, de ce côté-là, on maintient ça. Par exemple, une résidence pour personnes, des personnes handicapées où on veut donner du répit à la famille, ils veulent construire des chambres ou peu importe. Alors, les usages communautaires, de façon générale, peuvent se poursuivre sans aucun problème. Alors, ensuite, toutes les demandes de permis de construction qui étaient substantiellement complètes, alors, usage communautaire, je l'ai dit, toutes les demandes de permis de construction qui étaient substantiellement complètes et conformes au 29 novembre 2024 seront autorisées. Donc, vous avez déposé un permis de construction, vos demandes étaient complètes et conformes au 29 novembre, on dit... On vous donne, on se préparait à vous donner le OK, il manque même le permis. Souvent, vous l'avez même payé. Alors, on vous dit, go, vous procédez. Pourquoi? Parce qu'on était dans le processus, on était déjà dans le pipeline. Toutes les demandes, également de permis de construction, qui étaient au 29 novembre 2024 complètes et conformes, mais dont il ne restait qu'une autorisation à obtenir en vertu d'un règlement à caractère discrétionnaire. Exemple, la Ville a analysé votre projet, et on vous dit, votre projet, là, il est conforme en tout point. Vous n'avez aucun problème. Il vous manque juste le passage au PIA. Et le passage au PIA, les gens ne peuvent pas refuser le projet. Ils peuvent juste dire, bien, vous devriez, je vous donne un exemple, là, vous devriez harmoniser la couleur de vos fenêtres avec le milieu environnant, j'en sais rien. Alors, des petits éléments qui peuvent être demandés, je vous donne ça comme exemple, mais ça ne remet pas en cause que le fait que le projet était accepté, il était conforme. Alors donc, ce qui veut donc dire, et ces deux points-là sont importants, c'est qu'on ne laisse plus rien sur l'ardoise. On laisse plus rien sur le plan de travail. Tout est liquidé, tout est fait. Les engagements qu'on a pris envers les gens sont respectés. C'est ça que ça veut dire, et c'est parmi les demandes qui nous avaient été faites. Alors donc, l'autre élément, c'est que vous avez une construction en cours. Hein, ça arrive, des constructions en cours. Alors, on en a quelques-unes à la Ville. Et là, votre permis de construction, disons, tombe à échéance, je prends un exemple, la semaine prochaine. OK? Il tombe à échéance. Mais vous êtes dans un territoire de moratoire. Donc, en principe, les gens à la Ville, si on n'apportait pas d'amendement à notre règlement provisoire, bien, les gens pourraient même plus continuer leurs travaux. Alors, essayez de vous imaginer la situation dans laquelle on se retrouve. Vous avez un bâtiment qui est à moitié construit et on ne peut pas le continuer. Puis souvent, évidemment, ça prend des justifications pour demander un renouvellement de permis. Nous aussi, ça en prend de façon générale. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? C'est qu'on va accorder une période supplémentaire qui représente 50 du permis initial. Exemple. Vous avez eu, exemple, 48 mois pour construire votre bloc. Mettons, c'est un bloc de 50 logements. Je donne ça comme exemple fictif. Vous avez eu 48 mois pour le construire. Vous arrivez, vous demandez une nouvelle permis. Il est fini aux 2/3. Nous autres, on va vous donner jusqu'à l'équivalent d'une période supplémentaire de 50 Alors, si vous aviez 48 mois, on pourrait vous donner 24 mois de plus pour le terminer. Vous me suivez? Et là, s'il est complété aux 2/3 entre nous, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas l'achever. Alors, donc, c'est ce qu'on a fait comme élément. Ça, c'est fondamental. Et c'est la raison pour laquelle on vous le dit, et il faut le dire parce que c'est important. Nous, dans le fond, on considère, puis ça avait déjà été demandé par l'Union des municipalités, mais une chance que le gouvernement nous a accordé ces nouveaux pouvoirs. Parce que dans l'optique où les villes et les municipalités font de plus en plus de redéveloppement, c'est sûr qu'à un moment donné, la tendance peut augmenter. Pas dans toutes les villes, mais une ville qui est aussi bien située que la nôtre. Tu sais, je vous ai donné l'exemple de janvier 2025. Même si on est dans une zone, même si les deux moratoires sont en force, imaginez-vous que pour le mois de janvier, on est mis quoi, 377. En tout cas, je vous donne ça, donnez-moi le bénéfice du doute pour à plus ou moins. Mais on a déjà, juste pour un mois, là, on avait 365 unités. Alors, imaginez-vous, mes amis, là, que si on diminuait pas la cadence un peu, on se met dans le trou. Alors, donc, il faut surtout éviter ça. Alors, c'est la raison pour laquelle on a une planification
rigoureuse. On va quand même avoir suffisamment d'unités pour répondre à la demande, puisqu'on va avoir 2000 unités qui vont se construire l'an prochain, 2000 unités dans 2 ans, puis 2000 unités dans 3 ans. Donc, nous, il n'y a pas d'enjeu pour nous. On est déjà nettement au-delà de nos prévisions. Donc, voilà les éléments sur lesquels on apporte des changements. Et c'est sûr que j'ai eu l'occasion de le présenter également à la Chambre de commerce. M. Dumoulin, en passant, préside, n'est-ce pas, le comité à la communauté métropolitaine? La révision du plan métropolitain. M. Dumoulin préside le comité du plan d'aménagement. Alors, dans les prochaines étapes qui s'en viennent à la Ville, et les élus qui seront là à ce moment-là, il y aura donc toute la campagne électorale, bien, auront travaillé un petit peu, comme je vous le disais, à la Chambre de commerce. Ils auront à travailler, une fois qu'on va avoir le plan global de la communauté métropolitaine qui inclut notre territoire, celui de Québec, celui des MRC de l'île d'Orléans, de la Jacques-Cartier, de la Côte-de-Beaupré. Alors, une fois qu'on va avoir le grand plan des affectations, c'est-à-dire où on concentre les grandes industries, etc., alors, à partir de ce moment-là, on va enclencher, comme je le disais à la Chambre de commerce, 2 planifications spécifiques pour le développement de nos pôles de densification. Parce que dans les orientations du plan métropolitain, l'orientation, c'est vous devez poursuivre la densification. C'est ça l'orientation, ne l'oubliez pas. Donc, on va devoir le poursuivre. C'est la raison pour laquelle on aura à travailler notre schéma d'aménagement donc, et notre révision du plan d'urbanisme en fonction de ces orientations-là et surtout d'un nouvel élément qui apparaît maintenant dans le décor. Vous m'avez parlé de la mission qu'on a faite à Caen. Alors, un des éléments qui a été intéressant, je vous ai parlé de la mobilité tantôt, mais un des éléments qui a été intéressant à Caen, c'est de voir justement un petit peu comment travaillent les communes avec les promoteurs quand il s'agit de redéveloppement, parce que eux, évidemment, ils ont de l'espace encore plus restreint que nous. Alors, c'est pas d'hier qu'ils font du redéveloppement, hein, vous le savez. Alors, étant donné l'exiguïté de leur territoire, ils font du redéveloppement. Alors, on est allé voir comment tout ça se passait. Alors, des expériences fort intéressantes, fort enrichissantes, parce qu'on a pu voir quelques plans d'affaires de participation des promoteurs au développement des communes en France. Et jamais, il serait impossible pour des communes de faire du redéveloppement si les promoteurs ne sont pas mis à contribution. Donc, voilà, mes amis. Ah, et aussi, l'autre élément sur Caen, puis je termine là-dessus parce que ça a le regard au développement. Un des grands enjeux, entre autres en France actuellement, c'est les changements climatiques. Je vous le dis, là. De nombreux projets en France de redéveloppement sont abandonnés pour le moment, considérant que la montée de l'eau dans certaines régions de la France va dépasser 1 mètre et demi de haut. Alors, ça va avoir des conséquences énormes ici. On est impacté le long du Saint-Laurent, bien sûr, mais notre ville est sur un plateau, ce qui nous donne une certaine marge de manœuvre, mais on ne sera pas exclu aussi. Ce n'est pas exclu qu'avec les changements climatiques, on soit aussi obligé de revoir certaines de nos approches. Mais ça, c'est un autre sujet qu'on aura à discuter à un autre moment. On vous fera part du détail de la mission. Alors voilà, mes amis, je pense que j'ai mis la table. Mme Demers et M. Dumoulin seront en mesure de répondre aux questions parce que M. Dumoulin a la touche réelle de ce qui s'est passé lors des assemblées. L'autre élément aussi au niveau des assemblées de consultation qui est important à souligner, puis je termine là-dessus, c'est que dans l'ensemble, on s'est aperçu que vous êtes aperçu qu'il n'y a pas beaucoup de citoyens qui ont assisté à nos soirées de consultation, ce qui signifie donc que les citoyens, selon, moi j'ai demandé à mes gens de faire un rapide survol de leur quartier pour voir la température de l'eau, et les citoyens sont tout à fait d'accord avec les règlements donc qu'on a adoptés, les règlements donc à caractère provisoire, les 2 règlements à caractère provisoire qu'on a adoptés. Alors, et là, je pense qu'on a trouvé une belle voie de passage, mais encore une fois, c'est un règlement évolutif dans le temps. Merci. Voilà. Merci, Monsieur le maire. Passons maintenant à la période de questions portant sur le sujet du jour. Nous vous invitons à vous nommer, ainsi que le média que vous représentez. On va commencer par les journalistes qui sont en salle seulement. Bonjour, Tayeb Molla, Journal de Québec. Monsieur le maire, je veux juste être certain de bien comprendre là, ce qui est décidé aujourd'hui puis qui va être entériné en conseil municipal tantôt. Est-ce que je comprends que fin 2024, on a décrété un moratoire de construction sur à peu près 2 tiers du territoire lévisien sur 2 ans et que là,
il y a une série d'assouplissements qui sont mis en place pour permettre de la construction pareille dans certains cas. Est-ce que c'est ça ma compréhension? Ce soir, c'est l'adoption des règlements. Nous, dans le fond, ce qu'on avait déposé le 29 novembre, c'est un avis de motion où on dépose le règlement. Mais comme on sait, un règlement, normalement, quand il est déposé et qu'il y a une consultation prévue, il est comme mur à mur. On interdit tout. Vous voyez? Alors là, qu'est-ce qu'on fait? À quoi servent les consultations? C'est ce qu'on avait dit lorsqu'on a présenté le projet. La consultation a servi justement aller voir, lors des assemblées publiques, les commentaires qui ont été formulés et les gens qui nous ont dit, ben oubliez pas, nous, on ne changera pas l'usage, mais on veut juste s'assurer qu'on va pouvoir continuer à louer nos locaux. Le jeune couple qui dit, ben moi, j'espère que je vais pouvoir construire mon unifamilial, etc. Alors, c'est tous ces éléments-là qu'on a regardés et vous arrivez donc aux modifications apportées. Ce qui veut donc dire que ce soir, nous adoptons les 2 règlements à caractère provisoire avec des modifications. Qui sont des assouplissements au fond, pour sont montrer que des c'est pas du mur à mur. mur. Ouais, c'est pas ça. on interdit pour tout le monde, puis c'est fini. Là. Effectivement, c'est des modifications qu'on apporte par rapport à la première mouture de règlement. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, vous l'aviez souligné, c'est la raison pour laquelle, au départ, nos inspecteurs ne pouvaient pas donner suite tant que les consultations, c'est ce que j'avais dit d'ailleurs publiquement, tant que les consultations n'avaient pas eu lieu et qu'on n'adoptait pas les règlements de ce soir, bien là, pour les gens qui sont à l'urbanisme, les inspecteurs, etc., bien, eux, ils ne peuvent pas émettre de permis tant qu'on n'a pas fini cette opération-là. Vous voyez un peu, là? Alors là, à partir de maintenant, une fois que ça va être adopté, bien là, nos gens vont avoir la formation nécessaire et ils vont pouvoir procéder dans les modifications qu'on a apportées. Je sais que c'est difficile à calculer, là, mais par rapport, mettons, à fin 2024, où c'était comme mur à mur, puis on a interdit tout, puis les assouplissements qui sont permis aujourd'hui, est-ce qu'on a une idée, ces assouplissements, est-ce qu'ils représentent, je ne sais pas, là, en général, 10 des demandes habituelles, 20 30 c'est quoi, là, la portée de ces assouplissements? Je vais vous dire, franchement, là, on l'a regardé bien comme il faut, parce que c'est sûr qu'il faut que ce soit quand même des exceptions, n'est-ce pas? On s'entend là-dessus. Les exceptions font en sorte... Alors, par exemple, on a vérifié pour habitation H1, et on aurait peut-être un potentiel de 15 unités par année qui pourraient s'ajouter ces terrains desservis. Donc, c'est pas catastrophique. Comprenez-vous l'idée? C'est pas catastrophique si on le regarde dans l'ensemble, mais si on nous met à la place des 10 jeunes couples qui ont acheté leur terrain et qui veulent se construire, bien, pour eux, ça fait la différence. Alors, au niveau commercial, bien, entre nous, les bâtiments existent déjà. Les commerces sont déjà là. Souvent, les locaux peuvent être vacants. Donc, on les remet en place. Ils avaient déjà ces consommations-là dans le passé. Donc, dans ça, il y a beaucoup de cas. Alors, au niveau des unités, sur le nombre d'années, donc sur une période de 2-3 ans, on parle peut-être de 500-600 unités qui pourraient être ajoutées au total, dans toutes les exceptions. Ça, c'est attention, ça, c'est potentiel maximal. Alors, ce qui n'est pas énorme... Sur une possibilité totale qui aurait été de combien s'il n'y avait pas eu ce règlement-là? Quand on dit peut-être ça va donner 500-600 au lieu de quoi? De milliers? Non, bien, à des milliers. Ah, oui, c'est des milliers, parce qu'actuellement, là, juste pour vous donner une idée, depuis 2021, on a des permis de donner pour 10 500 nouvelles unités. Ça vous donne une idée, là. Depuis 2021, on a des permis de donner. C'est la raison pour laquelle je vous dis que malgré tout, le développement se poursuit, parce qu'on va avoir 2000 unités qui vont se construire. Alors, si vous comparez ça aux 2000 unités qui vont se construire en 2026, aux 2000 unités 2027, 2028, ce qui fait 6000 unités, c'est très peu. Alors donc, au fond, notre objectif, c'était justement de prévoir ces exceptions-là. Ce sont vraiment des exceptions dans le sens que la masse critique qui va être exigée n'est pas très élevée. Ça va être ma dernière. Ça, c'était comme techniquement ce que c'est, mais politiquement, j'imagine que le message que vous voulez faire passer, c'est que le développement ne s'arrête pas à Lévis. Ben, c'est ça qui est important pour vous. C'est définitif. On ne vient pas tirer la plug, là. Non seulement le développement ne s'arrêtera pas à Lévis, je vous ai parlé des unités qui vont sortir de terre, puis je vous invite à aller voir. C'est parti, la construction pour 2025, et sur des territoires de moratoire. Pourquoi? Parce que les permis sont déjà donnés. Donc, pour nous, il n'y a pas d'enjeu. Les gens vont avoir accès à des logements. C'est sûr qu'on en a besoin aussi. Le développement. Mais en même temps, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément,
c'est que ce qui fait qu'on a investi dans les 3 prochaines années, 4 prochaines années, 325 millions de dollars, c'est le signe qu'on poursuit, là, parce qu'oubliez pas qu'à terme, ce 325 millions de dollars-là va me permettre de débloquer 25 000 nouvelles unités. Et plein de comptes de taxes. Pardon? Et plein de comptes de taxes. Ben, Ça doit vous devez aimer oui, ça. là, vous avez raison, jusqu'à un certain point. Dans le sens suivant, c'est que si je poursuis, n'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure. Nous sommes allés à Caen, justement, pour voir quelle est la participation des promoteurs au projet de développement, et on a découvert des choses intéressantes, donc, pour la suite des choses. Mais dans le redéveloppement, il est clair qu'il faudra que le promoteur en mette un peu plus. C'est très clair. C'est très, très clair. Soyons clairs. C'est pas comme... Parce que le promoteur qui développe une nouvelle rue, lui, il paye tout, là. Il paye l'aqueduc, l'égout, il paye les trottoirs, il paye les chaînes de rue, il paye même les luminaires, et il nous remet la rue pour $1. Alors, vous voyez un petit peu que là, dans le modèle traditionnel à Lévis, il n'y avait pas d'enjeu, parce que il y avait quand même une pratique. Mais là, c'est nouveau, ça, la densification. C'est le gouvernement nous la demande, puis nous autres, on est d'accord avec ça, qu'il faut arrêter d'aller dans la zone agricole. On est tous d'accord avec ça. Mais en même temps, la densification a aussi ses enjeux. Et c'est ça qu'on est allé voir, entre autres, à Caen. Et on a poussé l'analyse assez loin avec des gens de la communauté métropolitaine et de la ville de Caen, où on a eu accès à des données que des fois les gens n'ont peut-être pas toutes, là, tout le temps, mais nous, on les a eues. Et ça va être très utile pour notre ville. Voilà. Oui? Merci. Prochaine question. Oui, Alexandre Bellemare, du Journal de Lévis. Je veux juste bien comprendre, là, pour les projets qui ont été acceptés ou qui étaient conformes en date du 29 novembre, là, on a beaucoup entendu dans les consultations publiques les gens parler de les promoteurs là, à la date limite là, qui ont paniqué puis qui sont venus déposer plein de projets. J'en comprends-tu que ces projets-là, ils font pas partie là, de ces permis-là qui ont été acceptés? Un promoteur qui n'a même pas déposé de demande de permis, il a beau avoir tous les terrains essentiels, on y doit rien. C'est ça qu'il faut comprendre. Nous, la ville, c'est les villes qui déterminent le rythme de développement. C'est pas le promoteur qui va arriver et qui va dire « Hey, moi, là, je veux développer 3000 unités, là, donne-moi le permis. » Non, ça marche pas de même. Et vous allez voir qu'en France, là, ce que j'ai vu à Caen, c'est pas mal plus contraignant que ça. Je vais vous dire une affaire, mes amis, là, le promoteur, là, on y monte la job, puis on lui dit, moi, je vous donne un exemple, un projet qui coûte 100 millions. Bien, la ville, en France, contrairement à nous, ils vont dire, bon, ben moi, sur le 100 millions, j'ai 50 millions reliés à la qualité de vie, les parcs, les pistes cyclables que je dois faire, etc. Alors, c'est bien de valeur, sur le 100 millions, vous allez nous payer 50 millions. Alors, c'est ça, la voie de l'avenir. Alors, une ville, là, c'est parce que, tu sais, à un moment donné, quand j'écoute ça, tu sais, des fois, les promoteurs disent, ben oui, mais moi, je voudrais développer 2000 unités. Ben oui, on comprend que tu veux développer 2000 unités, mais premièrement, tu n'as pas déposé de demande de permis à la ville, et nous, on ne doit rien. C'est à nous à établir le rythme de notre développement. Et ça, c'est important que les gens le comprennent bien, parce que si les gens ne comprennent pas qu'il appartient à la ville de développer son rythme de développement, bien là, et c'est la raison pour laquelle, actuellement, la population nous appuie dans cette espèce de contrôle du développement. Mais c'est sûr qu'au moment où on s'en va à la mise à niveau et au développement de nos infras, n'ayez pas d'inquiétude, le 25 000 unités qu'on va débloquer, quand on va les avoir débloquées, notre périmètre urbain, il va être plein. Ça va être là, il va falloir que le gouvernement nous permette d'aller au-delà des périmètres urbains. Alors donc, c'est tout ça qu'il faut regarder, et un prochain conseil municipal aura à regarder également. Nous, on s'est engagé dans le périmètre urbain à retenir 30 de l'ensemble du territoire en zone de conservation. Ça, il faudra que ça soit bien intégré dans le schéma, etc. Alors, mais ça, c'est une autre étape, là. Mais on a des belles étapes de franchie, on va continuer à y travailler. Mais actuellement, là, l'avantage de ça, c'est qu'on n'a aucun projet de promoteur suffisamment avancé qui reste à la table. C'est la raison pour laquelle on dit, bien, s'il te restait juste un PIA à avoir, PIA, c'est pas une formalité, c'est important, mais c'est une formalité dans le sens que c'est plus des détails techniques. Pouvez-vous mettre telle brique au lieu de telle autre affaire, le recouvrement, pourrez-vous? Mais en réalité, c'est accessoire, mais c'est quand même important, mais accessoire. Donc, à ce moment-là, on va émettre le permis. Donc, on n'a plus de projet. Autrement dit, on n'a plus
projets sur la table à travail. On n'en a pas parlé aujourd'hui, mais ça n'a pas rapport non plus. Mais la construction navale dans l'arrondissement des Jardins, je sais que c'est exclu là, du moratoire. À quoi ça peut représenter cette charge-là à prévoir là, pour la construction navale? Bien, nous, pour le moment, on n'en a aucune idée. Pour le moment, elle n'est pas plus élevée que ce qu'elle était à l'avance, parce qu'on ne peut pas anticiper à quel moment Davy va commencer ses travaux et à quel rythme surtout. Donc, de ce côté-là, on ne peut pas anticiper ce qui va venir au niveau de la construction navale, mais effectivement, tous ces éléments-là vont être regardés au fur et à mesure qu'on va avancer dans le dossier. Fait que ce dossier-là, c'est... Mais je suis incapable de vous dire à ce moment-ci, puis c'est un peu normal, parce que, voyez-vous, déjà, l'annonce du brise-glace va permettre à la Davy de devancer de 2 ans ses travaux. Donc, par rapport à aux prévisions qu'il y avait, parce que le polar qui s'est ajouté ne fait pas partie des contrats que Davy a déjà eus. Alors là, on ajoute un polar, et donc, là, ça devient drôlement intéressant pour nous au niveau de la construction navale. J'imagine que l'objectif sera de ne pas ralentir la construction navale? Ah, c'est ça. C'est sûr que nous, on veut maintenir le cap sur la construction navale. Et ça, c'est clair que c'est la grande exception sur laquelle on va de l'avant actuellement. Merci. Merci. Prochaine question? Oui, bonjour. Dany Côté de TVA. Vous venez de dire qu'aucun projet de promoteur était suffisamment avancé. Donc, il n'y a vraiment pas aucun gros immeuble là, qui pourrait voir le jour avec les assouplissements que vous annoncez. Là. Le maximum, ce serait quoi? C'est-à-dire que ceux qui vont pouvoir voir le jour, c'est ceux dont les demandes étaient complètes au 29 novembre. Vous allez en voir des tours montés là, qui sont dans ce cas-là. Eux autres, il n'y avait pas eu de permis, mais leur demande était complète. Vous voyez ce que je veux dire? Ils avaient complété leur demande, ou, dans un autre cas, il leur restait juste à obtenir un PIA. Tu sais, leur demande est complète, elle est conforme, mais avant d'avoir ton permis, il faut que tu passes à l'étape PIA. Mais l'étape PIA, c'est un peu une formalité dans le sens suivant, c'est qu'il est très rare, tu sais, c'est juste pour souvent des éléments accessoires que le PIA est regardé. Alors, à ce moment-là, on va émettre les permis. Alors, on va en voir des tours, comme vous... Oh, je vous le dis, on va avoir, de toute façon, même sans ces exceptions-là, il va y avoir 2000 unités qui vont sortir de terre en 2025. Puis je vous donne le tableau des statistiques que je pourrais vous remettre avec grand plaisir, mais au cours des 10 dernières années, on a quand même eu, voyez-vous, en 2019, j'avais 1500 nouvelles unités dont les permis avaient été donnés. En 2020, j'ai 1853 avant la pandémie. J'ai 1853. En 2021, j'ai 2500. Alors, je suis à peu près au même niveau que je l'étais dans les 10 dernières années. Donc, c'est énorme quand même, la construction qui va se faire à Lévis. Le problème, c'est que c'est comme si on laissait entendre que tout était arrêté. C'est complètement faux. Et il y a des grues actuellement qui sont au travail, et vous avez raison. Je vous dis, là, nous autres, ça va représenter à peu près, c'est ça, 600 unités environ, les exceptions. Oui, les exceptions, ça va être pour... Pour Desjardins, surtout, c'est à peu près 600 unités. Dans le centre, présentement, parce qu'il faut savoir... C'est combien d'étages, ça? 600 unités, à peu près? Ah, bien là, ça dépend des projets. Il y a deux projets. On est on parle d'une douzaine d'étages, chaque. Et par rapport c'est selon les zonages permis, là. Et dans le centre, on continue. Là, il y a quand même puis Saint-Jean-Chrysostome et Brequeville et même Saint-Étienne qui sont dans la zone. Il y a des secteurs qui pourront continuer à développer. Et dans le centre, le pôle Chaudière, il y a minimalement 1500 logements qui peuvent se construire demain matin. C'est juste le rythme des promoteurs. Plus, donc, c'est pour ça qu'on dit que ça s'arrêtera pas. Mais effectivement, dans des jardins, on parle peut-être. C'est surtout des jardins qui avaient des projets à la table. C'est ça. Parce que le carrefour Saint-Romuald, à la tête des ponts, là où est c'est-tu Onco? Oui, c'est ça. Non, pas le Costco. Là où est le Costco. Ben non, j'essaie de donner un repère. Ben là, ça continue. Il n'y a pas de moratoire. OK. Alors donc, ce qui veut donc dire que, au fond, c'est une planification qui est assez rigoureuse de ce qu'on est en train de faire actuellement à la ville de Lévis. On est à la bonne place au bon moment.
Et les accommodements qu'on apporte ce soir vont être très bien vus par les gens qui sont venus aux consultations. Mais combien de projets vous avez perdus, peut-être? Peut-être au profit de Québec. Le maire de Québec l'a dit l'autre jour, on ne veut pas du mal à Lévis, Non, mais en même temps, il y en a qui reviennent. On ne perd pas de projet au profit des autres. Vous savez pourquoi? Parce que notre potentiel dans le périmètre urbain, il est toujours là. Alors, et ce potentiel-là, n'oubliez pas qu'on a investi 325 millions. Donc, le fait est que dans les villes environnantes, le développement était beaucoup moins fort que nous. Je vous donne un exemple. Par 2000 habitants de population, en 2022, il y avait 5 projets de développement. 5, c'est ça, projets de développement à Lévis. Non, il y en avait 18 à Lévis et à Québec, il y en avait 5. Il y avait 18 chantiers de construction à Lévis, à Québec, il y en avait 5. Donc, ce qui veut donc dire que ben oui, la Ville de Québec peut bien dire hey, nous autres, on est heureux d'accueillir des projets. Je comprends, mais ils n'en ont pas accueilli beaucoup dans les dernières années, par exemple. Alors, ça se peut qu'il y ait un peu plus d'espace, c'est normal. Mais tôt ou tard, les villes sont rattrapées. Les villes sont rattrapées par leur capacité. Et pourquoi nous, on est parmi les premiers à décréter un moratoire? Avez-vous regardé encore cette semaine? On est encore premier pour la croissance économique. Ça fait 10 ans qu'on est premier. Alors, c'est sûr qu'on est les premiers dans le redéveloppement, atteindre le maximum de nos capacités. C'est normal, on se développe à vitesse grand V. Mais cela étant dit, ce que les gens ont oublié de dire, c'est que oui, il va en aller peut-être à Québec, tant mieux, et je suis très, très heureux pour eux, mais au fond, il va en sortir de terre 2000 aussi à Lévis l'année prochaine. C'est énorme. C'est plus que ce qu'on faisait dans les 10 dernières années à chaque année. On fait juste retarder les projets, dans le fond, parce que les terrains sont là, sont encore disponibles, on fait juste les retarder. Et c'est sûr que les promoteurs, ils ne vous le diront pas, là. Ils vous le diront pas, là. Je peux vous dire une affaire, là, 325 millions qu'on a investis, là. Ils sont pas mal contents de ça, là. Ils savent très bien que là, si, là où ils auraient raison de se plaindre, savez-vous, ça aurait été dans quel scénario? On décide qu'on n'en fait plus de développement. On se dit, là, nous autres, on en a assez, puis regarde, on continue comme ça. À ce moment-là, on n'investit pas le 325 millions, on fait juste remettre à niveau nos infras, puis il n'y a plus de problème. Mais là, on va débloquer 25 000 nouvelles unités. Puis, entre-temps, on va en sortir 2 000 de terre chaque année. Justement, les DU, je me souviens, avaient dit on n'écarte pas les poursuites aussi. Est-ce qu'il y en a eu, ça? Ah bien, ça, je vais vous dire de façon générale. Tous les règlements qu'une ville adopte ou qu'une commune adopte sont susceptibles de poursuites. Vous avez vu, même dans le privé, on a vu encore ce matin, je lis le journal et je vois une poursuite d'un propriétaire privé, là, un couple américain qui est venu s'installer à Québec. Vous avez vu la poursuite qu'ils font? Ça, là, chaque fois qu'on adopte des règlements dans une ville, on est susceptible de poursuites. Vous n'en entendez pas parler? Il y en a actuellement de promoteurs? Non, on n'en a pas. On n'en a pas. Dans le cas spécifique de nos 2 moratoires, mais on en a dont vous n'entendez pas parler. Souvent, si on fait des taxes de secteur pour des projets, bien souvent, il y a des poursuites dont vous n'entendez pas parler. Ça, c'est normal que les gens fassent valoir leurs droits. Nous, on n'est pas contre ça, là. Et à ce moment-là, nous autres, l'orientation qu'on a toujours prise à la Ville de Lévis, c'est que si à un moment donné, quelqu'un arrive devant les tribunaux, puis qu'on se rend compte qu'à un moment donné, on peut perdre ou qu'on perd, bien nous autres, on s'adapte en conséquence. On respecte le choix des tribunaux. Mais cela étant dit, quand on réglemente, on essaie de le faire pour la collectivité. Mais les poursuites qu'on peut avoir, etc., ça fait partie du processus normal d'évolution de ces dossiers-là. Et vous avez tellement raison que dans ce cas-là, puis non, mais c'est vrai, vous avez tellement raison que dans ce cas-là, en plus, c'est nouveau. C'est nouveau que le gouvernement nous accorde ces pouvoirs-là de faire des règlements, des règlements à caractère provisoire. Donc, c'est nouveau, là, depuis juin 2023. Alors, est-ce que certains promoteurs vont tenter de tester notre règlement? Peut-être. Mais ça fait partie des aléas normaux. Oui. Merci. Prochaine question. Oui, Philippe Leroux de Radio-Canada. Je me demandais sur la ligne du temps, on garde toujours ce 2 ans-là. Est-ce qu'il y a déjà eu une porte ouverte de se dire, on fait des assouplissements, pourquoi est-ce qu'on n'étire pas ça jusqu'en 2029, jusqu'à la
fin du rehaussement des infrastructures? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être envisagé ou c'est un problème pour le prochain? Parce que la technologie évolue. Nos services d'ingénierie travaillent sur des projets qui sont très, très, très évolutifs. Et à un moment donné, on peut arriver avec une formule qui pourrait, par exemple, dans 1 an ou 2, nous permettre de débloquer un certain nombre d'unités d'habitation, etc. Alors donc, nous, à partir de ce moment-là, je vous l'ai dit, c'est quelque chose d'évolutif. Mais nous, on ne peut pas anticiper ce que les autres conseils municipaux vont faire aussi par la suite en termes d'accommodement qui pourraient être apportés. Mais nous, à la lumière des consultations qu'on a eues, c'est les accommodements qu'on peut apporter parce qu'il faut rester, pour le moment, il faut rester dans le domaine de l'exception. Mais si dans 2 ans, par exemple, arrive au niveau de la direction du génie une technique nouvelle qu'on implante, puis là, les gens vont nous dire, bien, au lieu de prendre 2 ans et demi ou 3 ans avant de l'implanter, on peut faire le tout en 2 ans grâce à tel nouveau produit qui est sur le marché. À ce moment-là, on peut débloquer progressivement. Ce n'est pas comme des règlements de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. On peut, à tout moment, faire évoluer le moratoire à caractère provisoire. Mais en même temps, il faut qu'il ait une signification, dans le sens que on stoppe notre développement d'une certaine façon. On ne le stoppe pas, comme je l'ai dit, on a 2000 unités par année, mais on le rend un peu moins élevé parce qu'il est trop élevé. Là, nous autres, là, si je laisse tout aller, là, demain matin, j'ai des demandes de permis pour à peu près 5000 nouvelles unités. Si je laisse aller, là. Alors donc, le fait est que là, il faut que je contrôle ça un petit peu plus. C'est une bonne nouvelle pour nous, là, parce que souvent, il y a des villes environnantes et qui me disent, quand je les rencontre, « Monsieur le maire, pouvez-vous nous envoyer 10 de votre développement? On sera bien content. » Mais oui, tu sais, mais... alors, c'est des bonnes nouvelles, mais en même temps, il faut bien gérer la situation. Je suis curieux de Merci. Peut-être une dernière intervention. Oui. Dernière pour moi. Je suis curieux de savoir, dans les consultations que vous avez faites, justement, c'est quoi le profil des gens qui sont venus? Parce qu'on parlait beaucoup de ces petites familles-là qui disaient avoir des terrains vacants. Est-ce que vous avez été inondé de ce genre de personnes-là ou c'était des promoteurs qui essayaient de mettre de la pression un peu? Il y a eu les deux, effectivement, vous avez raison. Mais surprenant pour des gens des jeunes familles, là, on va les appeler de même, là, ou des personnes qui avaient des terrains... mais beaucoup de jeunes familles, effectivement, c'était quand même touchant. Puis on le savait, là, on avait une corde sensible à ce niveau-là. Mais ils sont venus nous le dire. Regardez, moi, je pouvais quasiment mettre des adresses, là. Et c'est pour ça qu'on en a tenu compte, là. Et c'est important pour eux. Je pense que, avec notre ingénierie, on s'est rendu compte que ça n'augmentait pas tant. On parlait du nombre, là, une vingtaine peut-être par année, là. Puis, mais il y a aussi des promoteurs là, avec une forte densité qui sont venus. Là, aussi, ça, c'est clair que du jour au lendemain, il y avait tous des projets à développer. Là. Mais ça, il y en a eu beaucoup. Mais surprenant, Mme le maire là aussi. Là, mais quand même, surtout dans l'Ouest, dans la partie Ouest, là, beaucoup de gens qui sont venus, des jeunes familles qui sont venus nous dire qu'ils étaient prêts ils nous donnaient les adresses, j'avoue. C'est ça. Merci. On en a tenu compte. Puis ça, c'est un des points les plus importants pour nous, je pense, pour le conseil. Exact. Pour ces jeunes familles-là qui veulent s'installer. Merci. On va prendre 2 dernières interventions. Oui, Simon Carmichael, Journal Le Soleil. Sur l'aspect, justement, là, des unifamiliales pour les jeunes familles, c'est quoi les critères qui font que c'est autorisé? Est-ce qu'il faut que ce soit de l'autoconstruction? Est-ce qu'il faut... Non. Parce qu'en ce moment, on a des promoteurs qui présentent un projet de 20, 30... Vous avez un terrain, il est dans H1, on vous donne le permis. Fait que tout ce qui est unifamilial... Il faut qu'il respecte la réglementation. Si vous arrivez dans un H1, vous ne respectez pas votre marge latérale, vous ne respectez pas votre marge de recul, bien, ça, c'est comme dans n'importe quelle résidence que vous construisez. Vous le savez, si vous avez déjà fait construire une maison pour vous, alors il y a des règlements à respecter, n'est-ce pas? Alors, si vous voulez ajouter un cabanon, ben, c'est tel règlement qui s'applique, etc. Alors, mais tout ça pour vous dire que c'est très clair. Si vous êtes sur un terrain que vous avez acheté, et vous dites, « Wow, moi, c'est mon avenir, c'est nous, notre couple, on a tout mis nos économies là-dedans. » Dès que vous êtes dans le H1, c'est-à-dire l'unifamilial, aucun problème, vous allez avoir le permis. Puis si on est ici, c'est une compagnie, par exemple?
Ah ben là, c'est un promoteur qui arrive et qui a nous les qui a amène à vendu l'unité. une maison à un jeune couple, mais que c'est là, lui qui construit sur ses terrains. Ah ben là, à ce moment-là, il va avoir le permis, parce que là, si c'est le couple qui a acheté le terrain, qui a payé le terrain, puis qui veut construire son unifamilial, c'est pas un projet d'ensemble. Non, c'est ça. S'il n'y a pas de prolongement de réseau, on a eu des exemples, effectivement, dans nos consultations publiques. Tantôt, on nous posait la question. Il y a eu des projets qui ont des ententes promoteurs, il y a eu des ouvertures de rue. Le lotissement a été fait, c'est l'unifamilial, ces gens sont sur le réseau. C'est ça. Eux pourront construire. Mais, admettons, ou n'importe quel lot isolé ici et là sur le territoire, mais des rues qui ont été ouvertes. On a un exemple à Pintendre, entre autres, là, et que le lotissement a été fait, pas de problème. Mais on n'accepte pas dans notre règlement des prolongements de réseau. Donc, automatiquement, quelqu'un ne pourrait pas venir nous demander un entente promoteur pour ouvrir une nouvelle rue, Fait que si la rue même est si c'est du ouverte, H1. Si la rue est ouverte sur du H1, Si la rue est ouverte, aucun problème. Et ça, les prolongements de réseau, c'est à la discrétion de la Ville. C'est à nous à planifier notre développement en conséquence. Donc, c'est la raison pour laquelle nous, on peut dire aujourd'hui, on ne doit rien à personne. Il faut être bien clair là-dessus. Là. Et la collectivité, d'ailleurs, participe énormément pour la mise à niveau. Alors donc, je pense que les contribuables font leur travail. Seconde question. Monsieur Laulier, vous revenez de France, puis vous nous parlez des communes de France là, depuis plus tôt, puis de la poigne qu'ils ont un peu là, sur le redéveloppement qui est différente de celle qu'on a au Québec, voire à Lévis. Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Puis est-ce que vous comptez annoncer des nouvelles mesures sur le développement inspiré de ce voyage-là d'ici votre départ? C'est un peu ça ma question. Est-ce que le maire Laulier va annoncer des mesures sur le développement ou ça sera plutôt à la prochaine mairesse ou au prochain maire de faire ces choix-là? C'est-à-dire que nous, d'ici la fin de l'année, oui, d'ici novembre, le mandat qui a été donné donc à la direction générale, c'est qu'il faut quand même aller chercher des nouveaux revenus de la part des promoteurs qui vont nous permettre de faire en sorte que les projets de développement, c'est pas aux contribuables seuls à payer. Donc ça, il va y avoir un certain nombre de choses. Mais l'élément le plus important, ça va être quant à la suite du plan métropolitain, qui est en élaboration. Il faut attendre d'avoir les affectations de ce plan-là. Là, on va revoir donc le développement harmonieux de nos pôles de densification en fonction du redéveloppement. Parce que le redéveloppement, si le gouvernement n'avait pas permis cette loi-là de juin 2023, les villes seraient pas mal pris plus que ça. Parce qu'on n'a pas beaucoup des promoteurs. Vous allez nous annoncer quelque chose d'ici les prochaines élections? Ben, je ne sais pas si ça va être d'ici les prochaines élections ou si ça sera après, mais on va préparer le terrain, par exemple. Ça, je peux vous le dire. Parce que moi, je ne veux pas prendre d'engagement pour les conseils municipaux futurs, n'est-ce pas? À moins que je déciderais de revenir. Merci, M. Carmichael. J'en informerai. Si je décide de revenir, si jamais je décidais de revenir, ben, je vous ferai connaître avant le mois de novembre. Pour être certain de bien comprendre, donc vous avez envoyé demander à la direction générale de faire les différentes manières. Oui. Puis par la suite, votre prédécesseur, ça sera au conseil. Successeur. Ouais. Va avoir à faire le choix. Et vous savez pourquoi, M. Carmichael, on va faire ça? Parce qu'on est mieux quand un nouveau conseil arrive, je pense que c'est prévoyant de le faire. Puis après, eux, ils peuvent jouer avec ces variables-là. Tu sais. Mais au moins, il y aura... Je sais juste de bien être certain que ça va être au nouveau conseil de prendre la décision finale de comment aller chercher ce 12 millions. Exact. Mais on va avoir bien préparé le terrain avec diverses options. C'est dans ce sens-là. Merci. Merci beaucoup. Dernière question. Oui, je voulais juste savoir pourquoi avoir fait les consultations publiques après l'annonce du moratoire et non pas avoir fait les consultations publiques pour, après ça, arriver avec le moratoire et ces amendements là, que vous présentez aujourd'hui? Parce que quand vous adoptez un règlement à caractère provisoire, c'est pour quelque chose que un bon matin, tu sais, je vous donne un exemple, vous arrivez et là, vous sonnez avec une grande trompette en disant aux gens, veuillez prendre note que dans 3 mois, on va adopter un moratoire. Et là, mon ami, là, c'est le chaos le plus total dans la ville. Vous allez être obligé d'engager 20 inspecteurs en surnuméraire pour donner les permis. Vous me suivez? Alors, normalement, un règlement à caractère provisoire, c'est quelque chose qu'il faut passer. Et c'est pour ça que c'est un avis. C'est pas un règlement. Tu sais, la version qu'on dépose n'est qu'une version générale qui prévoit qu'il n'y a rien qui se passe. Et c'est là qu'après, grâce aux consultations, on peut le faire évoluer. Ce soir,
C'est vraiment ce soir qu'on adopte les deux règlements. Jusqu'à maintenant, ce n'était qu'un avis de motion. Voyez-vous? Mais en même temps qu'on dépose l'avis de motion, on dépose le règlement. On dit aux gens, voici, nous avons l'intention. Mais pourquoi on est obligé de le déposer? Je vais finir par répondre à la question. Des fois, je suis long. Hein. Mais c'est faire au moins... Ah, allez-y, il y a zéro problème. Au moins... Non, ouais, mais... Ça nous est jamais arrivé, on non, mais ça. Au moins j'essaie d'être clair. Non. Alors l'avis de motion, c'est ce qu'elle fait. Et c'est ça qui est important. Dans n'importe quel règlement, l'avis de motion, elle donne un effet de jet. Vous me suivez? Alors ça, évidemment, il ne faut pas trop que tu annonces ça d'avance. Et même, je vais vous le dire, normalement, à la fois les fonctionnaires et les élus qui travaillent sur ces dossiers-là sont tenus à la stricte confidentialité. Parce que si quelqu'un, par exemple, allait dire... Ça, c'est un peu comme la présentation d'un budget au provincial. Où, si quelqu'un allait dire, par exemple, à un promoteur, « Hey, by the way, j'ai appris que dans 1 mois et demi, il va y avoir un moratoire » ou des choses comme ça, bien là, vous commettez un impair, qui est inacceptable parce que vous donnez un avantage à une personne. Donc, c'est la raison pour laquelle, règle générale, les gens... C'est drôle, parce que j'entendais des gens nous dire « Hey, on aurait aimé ça, savoir d'avance. » Bien, ça, on ne peut pas. Normalement, quand tu adoptes un avis de motion qui a un effet de gel, bien, il ne faut pas que tu dises au monde, il ne faut pas que tu dises ça au monde 2 mois d'avance, là, parce que là, tu crées de l'injustice et de l'iniquité. Alors, c'est un peu le motif. Parfait. Le fait de créer ces assouplissements-là, est-ce que ça remet en cause la décision de retirer les taxes sur les terrains vacants? Non, il n'y a pas de lien entre les deux. C'est-à-dire que les terrains vagues desservis, là, la taxe qu'on a enlevée, et quand je vous dis, nous, on s'adapte aux situations, bien, nous, ça n'avait jamais été testé là, au niveau des terrains vagues desservis. Mais ce qui a fait pencher notre décision, c'est quand la ministre a dit, moi, j'affirme et je dis que c'est incompatible les deux. Alors, à ce moment-là, on s'est dit, regarde, on n'ira pas devant les tribunaux, commencer à se battre contre des moulins à vent. On va retirer notre taxe. Et, par contre, là, vous avez raison, le seul lien pour nous, c'est ce que je vous disais tantôt, il va falloir que dans les prochaines années, dans le redéveloppement, le promoteur participe davantage. Bien, c'est ça l'enjeu. Et moi, les promoteurs que j'ai rencontrés, d'ailleurs, je leur ai dit lors de l'Assemblée annuelle, je l'ai dit à la Chambre de commerce la semaine dernière, vous allez devoir contribuer un peu plus, ils le savent. Mais dans les terrains vagues desservis m'ont enlevé 11 millions de revenus. Ce 11 millions-là, il faut que j'aille le chercher quelque part. C'est ça que ça veut dire. Tu sais. Mais pour le moment, ça n'a pas de conséquences parce que le choix qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, on payait un petit peu plus d'immobilisation comptant. On va en payer moins comptant. Mais pour compenser ce qu'on paye moins comptant, ce qu'on a fait, c'est qu'on va réaliser un peu moins de projets dans le PQI cette année. Puis avec ça, on équilibre. Mais ça, tu ne peux pas faire ça indéfiniment. C'est juste ça l'affaire. Parfait. Merci. J'aurais juste une petite dernière question. Ouais, je sais que Mme Demers, comment vous prenez ça que M. Laulier parle de revenir? Là? Vous êtes la nouvelle chef de Lévis Force 10. Elle n'est pas écrire ça, là, vous autres, là. Non, vous savez bien que c'était une blague. Non, mais ben oui, j'ai ri. Écrivez-le pas, mais j'ai gardé un quartier. Hein? C'est bon, ça? Ah, bien, c'est ça, on ne sait jamais. Mais des fois, quand je dis ça, ça maintient le suspense un peu. Tu sais, les gens disent, pas aussi bien revenir, tu sais. Merci. Alors, donc, voilà. Donc, c'est ce qui conclut cette conférence de presse. Merci à tous pour votre présence et nous vous souhaitons une excellente fin de journée. Merci.